partager avec vous une hypothèse un peu particulière. Est-ce que l'agriculture et donc l'agroécologie ne sont pas une question de paysage? Parce que quand on se pose des questions, l'idée de production agricole, c'est quoi? Est-ce que c'est du sol, plus du climat, plus de la technique? Est-ce que c'est l'idée de manager de la ressource naturelle avec de la ressource humaine? Est-ce que c'est aussi simple que ça? Et puis lorsqu'on se pose la question de définir l'agriculture, et lorsqu'on voit tout le champ lexical qu'il y a autour, ben, ça pose question. En agriculture, ben, comme le mot l'indique, on cultive, on élève. Ça veut dire qu'on augmente, qu'on est tout le temps normalement à la recherche d'un développement, d'un enrichissement. Et ça, c'est effectivement l'idée de la fertilité. Développer, capitaliser, augmenter, voilà les maîtres mots d'élever, de cultiver, c'est-à-dire de gagner de la hauteur, hein, si je puis dire, en quantité et en qualité. Et c'est vrai que l'acte d'agriculture, on pourrait le résumer, bon, la phrase est un peu longue, mais en ces termes, l'idée d'intervenir sur les conditions naturelles et nous, humains, essayer, pardonnez-moi, et nous, humains, essayer de créer des circonstances pour que ce milieu, entre guillemets naturel, soit plus productif encore. Et essayer de trouver un optimum du potentiel local. Donc toute une notion qui revient à la notion de terroir, mais c'est à cette dimension-là qu'il faut se poser la question. Comment, moi, je vais ou pas amener un plus dans une situation donnée? Et puis l'acte d'agriculture, c'est toujours un compromis à ce que peut la nature, si je puis dire, et à ce que peut la culture, l'agriculture. Mais quand on réfléchit bien, l'acte d'agriculture, c'est aussi l'idée que la main de l'homme est toujours une plus-value, normalement en tout cas. Que si l'homme doit intervenir pour produire plus, il va de toute manière essayer de se coller au cycle et au phénomène naturel, d'utiliser au mieux les mécanismes de la nature. Donc évidemment, c'est tout le propos de l'agroécologie. Autrement dit, si on n'est pas capable, avec les moyens du bord, avec les ressources dites du terroir, de faire plus que la nature, ben, on n'est pas dans l'agriculture. On est revenu à la cueillette ou à la chasse. Hein. Autant prélever sans intervention ce que la nature nous livre gratuitement. Donc il y a quand même une exigence de plus. Et c'est vrai que globalement, lorsqu'on regarde l'histoire de l'agriculture, même si ces dernières années, l'agriculture n'a pas toujours optimisé ou développé son agrosystème, son potentiel de production, elle a quand même beaucoup participé à créer un paysage plus riche encore en ajoutant des éléments fixes, en diversifiant l'espace et en inventant de nouvelles formes de la nature, de nouvelles espèces, de nouvelles races, de nouvelles variétés. Pardonnez-moi. Mais être agriculteur, c'est de toute manière perturber. On ne peut pas intervenir sur la nature sans créer une perturbation au sens large, et c'est là où le dosage est important, où le dialogue est important, entre l'idée d'aller vers le plus ou vers le moins, de perturber positivement, négativement, de développer ou de détruire. Parce que c'est vrai que lorsqu'on parle d'agriculture, lorsqu'on parle d'agriculteurs et de paysage, un des plus grands aménageurs de l'espace qui soit, c'est l'agriculteur. Il ne fait pas qu'utiliser, que distribuer des produits ou de pratiquer des itinéraires techniques. Il aménage et il gère beaucoup. Et c'est là aussi, il faut pouvoir doser ce qu'on peut investir pour changer la nature et comment on peut gérer et utiliser au mieux ce que la nature va nous donner. Alors, excusez-moi. Quand on parle d'agriculture, évidemment, on parle de produits, avec l'idée que le produit est l'expression de tout le background qu'il y a derrière, c'est-à-dire le paysage. On parle bien sûr de pratique, parce que ces produits, ils n'arrivent pas tout seuls, bien sûr. Et on revient toujours à cette idée, et on parle du paysage, du terroir, si vous voulez, mais de tout ce qui est autour. Et avec une idée, une hypothèse que je souhaite partager avec vous, cette idée que c'est l'entièreté du paysage, c'est la globalité, c'est l'ensemble du paysage qui produit, et non pas tel ou tel élément. Un paysage qui est fortement conditionné, on y revient par la nature, et ici je voulais insister sur le mot de nature, hein, qui signifie l'idée de naissance, nature, natif, ça c'est les mêmes mots de renaissance, de renouvellement, de rajeunissement, de reconduction perpétuelle du vivant. Et le vivant avec toutes ces acceptions du terme, c'est-à-dire on a bien compris que le vivant c'est effectivement différents règnes, parfois on en a oublié un peu facilement le règne de la fonge, des champignons, mais le vivant aussi avec tous ces cycles. Et j'ai bien fait exprès de vous montrer des arbres morts qui participent complètement au cycle et au recyclage du vivant.
Une idée importante dans ces approches de vivant et de paysage, c'est qu'effectivement, quand on dit paysage, on dit de manière automatique changement. Ça pourrait être même synonyme de climat, puisqu'on va en parler tout à l'heure. C'est changement, tout est changement. Le vivant, la vie est changement, de fait. Donc il ne faut pas trop s'en offusquer. C'est sa brutalité ou sa douceur du changement qui va conditionner les choses. Mais sinon, on est condamné à changer. Et une autre idée, c'est que dans le paysage, et sans doute dans l'agriculture et dans l'agroécologie, ce qui est parfois le plus important, paradoxalement, c'est peut-être ce qui est le plus fragile et parfois le plus discret. J'y reviendrai. Le plus fragile, oui. Le fragile a une importance et on ne s'en rend pas compte, surtout avec les moyens démesurés aujourd'hui que l'on a de pouvoir cultiver, élever, d'intervenir, de modifier, de transformer le paysage, le bassin de production. Et puis l'idée de paysage, c'est aussi une vision de l'intervention de l'homme, mais avec une approche, je dirais, d'économiste. C'est aussi d'avoir une vision vers où je veux aller, vers où je veux conduire mon exploitation, mon paysage au sens large. Quel paysage je veux demain? Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que je veux? Et d'avoir cette vision, ça demande de gérer les choses. Et on va prendre le terme d'économie au sens large. Alors une économie qui est quand même axée sur quelque chose d'un peu particulier, hein, sur de l'énergie, je qualifie ça d'énergie, d'économie solaire, avec évidemment la photosynthèse, mais avec un trio qui est quand même important à rappeler. J'imagine qu'ici tout le monde en a conscience, mais il faut peut-être le rappeler. Le trio sol, plante, animal, ce trio qui va pouvoir manager localement cette énergie et la valoriser. Et économie, je veux l'utiliser dans tous les sens du terme, dans l'idée de flux, de richesse, dans l'idée d'échange, dans l'idée d'être économe, au sens de ne pas gaspiller. Et à l'inverse aussi, et ça c'est l'histoire du laboureur de La Fontaine, dans l'idée de capitaliser. C'est-à-dire plus je vais cultiver, plus je vais faire tourner ma machine, plus j'aurai de richesse au bout. Hein. On cultive tous les ans, mais je vais laisser à mes enfants un sol, un paysage surtout, encore plus riche que lorsque je l'ai pris. Voilà. Alors une question de paysage, entendons-nous sur le mot. Hein. Il faut s'entendre sur l'idée de, c'est pas le décor, c'est la constitution physique d'un milieu avec différentes échelles. J'y reviendrai. Et surtout son fonctionnement biologique. C'est le paysage vivant dont je vais vous parler. C'est-à-dire le cadre de vie, le milieu dans lequel vont baigner tout ce vivant, et notamment toutes les cultures, tous les animaux. Et avec une idée forte aussi, c'est que le mot paysage désigne obligatoirement un emboîtement d'échelle. C'est-à-dire je suis contenu dans des dimensions plus grandes et je contiens des dimensions plus petites. Ma parcelle, elle est dans un espace plus grand, mais elle contient aussi de la diversité elle-même. Et deux choses importantes, lorsqu'on parle de paysage, on parle non pas de composantes. Là, il y a la rivière, là, il y a la prairie. Non, on parle d'interaction qui existe entre les différentes composantes. Et c'est même le plus important. Et avec, normalement, dans cette idée d'interaction, une idée d'effet cocktail. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des ingrédients, ce qui va être important, c'est même pas leur dosage, même pas leur quantité présente, la quantité présente de ces ingrédients. Mais c'est comment ils sont positionnés l'un par rapport à l'autre, comment ils vont s'associer, et puis comment ils vont interagir, c'est-à-dire vraiment se modifier mutuellement. Et ça, c'est une notion importante. Et ces effets cocktails qui peuvent être très, très positifs, je ne sais pas comment on peut qualifier l'effet inverse, mais si on rompt ces dynamiques, ces synergies, c'est compliqué de rétablir. Voilà, ça c'est une idée importante. Et l'idée qu'on peut aussi considérer le paysage non pas comme un cadre, mais comme vraiment une entité vivante et complexe, un supraorganisme qui a ses règles de fonctionnement, évolutives certes, mais qui existent bien. Et puis lorsqu'on observe d'un peu plus près ces composantes-là, on se rend compte que ces composantes vont avoir plusieurs fonctions et que chaque fonction dépend aussi de plusieurs composantes. Donc là, on rentre vraiment dans la complexité du paysage. Et puis évidemment, excusez-moi, je suis un petit peu enrhumé, l'idée que dans tout paysage, notamment dans des paysages agricoles, on est confronté à plusieurs natures d'espace et plusieurs natures de fonctionnement, entre ce qui est domestiqué, cultivé, entre ce qui est sauvage, et la présence du sauvage est indispensable dans l'équilibre de nos paysages agricoles, et entre ce qu'on peut qualifier de semi-naturel. Le paysage, ça nous renvoie aussi à l'idée du local, de l'ancrage, c'est-à-dire qu'il va se passer quelque chose ici, entre terre et ciel, de singulier. Une rencontre avec des flux, des cycles, des phénomènes particuliers,
et qui appartiennent à différentes dimensions, je le répète. Ces dimensions, c'est entre tout ce qui est macro et tout ce qui est microscopique, tout ce qui est permanent et tout ce qui peut être temporaire, éphémère, fugace même, et entre ce qui est fixe et ce qui est mobile, ce qui est fluide. La petite allusion qu'il y a au fond de la diapositive, ça nous rappelle que dans ce même paysage, celui que j'ai choisi de manière complètement arbitraire ici, vous avez en contact quelque chose qui peut être amené par un oiseau migrateur qui vient de plusieurs milliers de kilomètres, qui va rentrer en contact avec une levure complètement endémique et qui n'existe que là. Voilà, c'est ça aussi la dimension de paysage. Hein. C'est le local, mais avec une expression beaucoup plus large, du local relié au global. Autre notion importante qui je pense, doit être signalée dans notre idée d'agroécologie, c'est que le paysage, il est subtil, il y a du subtil, comme il y a du fragile dans le paysage. C'est-à-dire des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne sent pas, que parfois on ignore, ou en tout cas qu'on ne considère pas. Par exemple, j'ai essayé de classer un petit peu ces choses-là. La présence de l'eau, sous différents états, souvent imperceptibles, invisibles, tout le bain de vivant et de non-vivant, de biotique et d'abiotique dans lequel nous sommes. Hein. Nous baignons dans un milieu qui est traversé de milliers de choses, d'ondes de toute nature, hein, je ne vais pas dire de vivants de toutes sortes, et sans qu'on en ait la même conscience et surtout une connaissance extrêmement réduite. Et puis, l'autre notion de paysage aussi, c'est que paysage, par définition, c'est aussi héritage, c'est aussi patrimoine. On hérite d'une durée, d'une évolution, d'une épaisseur, et il faut la transmettre. Donc c'est une façon d'être, de faire, d'associer, de combiner, de composer plein de choses. Je les ai listées, hein, et sans doute bien d'autres. L'espace, le temps, les espèces vivantes, les différentes formes, les différents usages d'agriculture, les différents produits que l'on peut retirer de ce paysage, et les différentes origines de ces composantes. Et c'est vrai que dans les paysages que nous voyons, sur l'image que vous avez là, ou sur n'importe quelle autre que je vous ai présentée, rien n'est arrivé en même temps. Il y a là, dans cet instantané, la réunion de plein de choses qui arrivent là aujourd'hui, mais qui n'ont pas la même origine. Donc voilà, le paysage, c'est tout ça, tout simplement. C'est plusieurs dimensions, spatiales, temporelles, sociales, culturelles, organisationnelles, politiques, tout ce que vous voulez, c'est tout ça. Alors c'est vrai que ça a l'air un peu fourre-tout, mais c'est important d'avoir cette notion-là. Il ne suffit pas de prendre un champ, de prendre un sol, même s'il y a quand même dans le paysage des éléments et des composantes qui sont fondamentales à l'activité d'agriculture. En attendant, il faut avoir ça en tête, je pense, et notamment en tête que dans ce paysage, il y a l'humain, et là aussi, je reprends le mot de dialogue, avec cette idée de dialogue entre l'humain et la nature, et d'une coadaptation permanente, puisque tout est en mouvement permanent, et cette idée que l'agriculture est un héritage d'une expérience, d'une mémoire, j'allais dire même d'une sagesse sur le long terme, qui va combiner différentes histoires qui normalement doivent se rejoindre pour le meilleur, des histoires naturelles et des histoires humaines. Voilà des maîtres mots sur ce petit bocage breton. Il faut coévoluer, il faut collaborer, il faut coopérer. Voilà des mots tout simples, mais des mots qui sont très très compliqués à mettre en œuvre. Et cette idée de coopération, on va le retrouver dans une petite réflexion que je vous soumets aussi, et une réflexion sur les trois génies, les génies au sens de générer, mais aussi au sens d'autres choses, bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire cultiver? Est-ce que ce n'est pas associer le génie du lieu, ce que le lieu est capable de générer, entre le génie paysan, ce que l'humain est capable de créer et d'imaginer, et puis le génie végétal, cette formidable machine, cette formidable turbine à fertilité, dont je pense on va beaucoup parler aujourd'hui. Quelques mots que je voulais vous soumettre sur cette idée et il m'en manque un qui était peut-être le plus important, c'est l'idée de rusticité. C'est-à-dire, avec des moyens simples, essayer de tirer le meilleur parti de ce que la nature peut nous livrer. Voilà, alors on ne va pas lire toute la diapositive, bien sûr, mais non, voilà, excusez-moi, le mot rusticité est ici, dans l'idée qu'on doit, si on veut coller à la nature en un lieu donné, on doit faire un calcul entre guillemets de pays, un calcul paysan, et se poser la question, toutes ces questions-là, et le maître mot, c'est économie, économie, économie. C'est ce que je veux partager avec vous. Peut-être vous n'êtes pas d'accord, mais cette idée que quand même, il faut faire le plus d'effets possible avec le moins d'efforts possible, et avec une idée permanente, cette économie de moyens. Voilà, parce que économie de moyens, parce que de toute manière, la nature abonde. Même dans les situations les plus difficiles, il y a toujours quelque chose qui se passe. Et c'est vrai que le calcul paysan, il peut se fonder sur cette philosophie-là, je dirais. C'est-à-dire que la nature abonde, que c'est gratuit, et que tout est utile, ou tout est potentiellement utile.
tout est opportunité. C'est une notion aussi importante, ce n'est pas forcément celle qu'a l'agriculture d'aujourd'hui. Alors comment on fait pour avoir un paysage vivant? Alors, vous allez bien imaginer que je ne vais pas répondre à cette question aujourd'hui. On connaît quelques règles, évidemment. Des règles un peu théoriques, allez, on va y aller quand même, un peu conceptuelles. Le vivant, c'est à la fois de la matière, de l'énergie, de l'information. Il faut arriver à piloter tout ça lorsqu'on est en charge d'un paysage et lorsqu'on le façonne. Pardonnez-moi. Et puis aussi, il y a quand même quelques règles d'écologie, j'allais dire de géographie. On ne va pas rentrer dans les détails, mais vous voyez, il faut qu'il y ait de la diversité globalement, il faut que les choses soient poreuses, il faut qu'il y ait à la fois du mouvement et à la fois des choses qui puissent s'arrêter, de l'hétérogénéité, de la rugosité, de la porosité, il faut qu'il y ait de l'échange, du brassage, du contact. Je ne vais pas décliner tous les mots que vous voyez là. Bien sûr qu'il faut qu'il y ait de la diversité et surtout, tout simplement, il faut que le paysage soit complexe. Plus le paysage sera complexe, à la mesure du terroir, à la mesure du lieu dans lequel nous sommes, plus on aura de chances d'avoir un paysage vivant, productif, agricole. Voilà. Donc, on a un petit choix à faire. Alors, l'idée, ce n'est pas de choisir ou l'un ou l'autre. J'imagine que vous connaissez ces images. Mais c'est de se dire qu'entre ces deux directions-là, je dois en choisir une. Une qui soit plutôt logique. Je pense qu'on peut quand même déjà avoir une petite inclination pour une de ces directions. Parce que alors, je ne sais pas si j'ai le droit d'utiliser cette image, c'est une publicité, mais tant pis, je prends le risque. Voilà, ça c'est sur Magazine Agricole. Voilà l'image du paysage que l'on peut avoir en agriculture, une des images, bien celle-là. Donc avec une vision très américaine, c'est-à-dire les grandes plaines d'Amérique ou d'Asie. Voilà. Et nous, dans notre dentelle de terroir, en France et notamment dans le sud-ouest, mais partout, on a essayé de jouer dans la cour des grands et je pense que les terroirs n'ont pas cette capacité. C'est sûr que quand on rentre de ces grandes plaines, on se dit mais il y a du bocage partout en France, y compris dans la Beauce. On a aussi ces images d'Épinal là aussi, mais images intéressantes aussi. Si on se rapporte à ce que je disais tout à l'heure, où tout est opportunité, même ces situations qui paraissent extrêmement difficiles. Et puis vous l'avez bien compris, je n'ai pas parlé d'arbres du tout. Parce que l'arbre, c'est vraiment le pilier, c'est le grand Manitou de tout ce que j'ai essayé de raconter un peu rapidement. C'est lui le grand rassemblier de tout ce paysage, une des pièces clés. Bon, pour tout le rôle qu'il va jouer et toutes les fonctions qu'il va donner au paysage qu'il va pouvoir, comme lui, capter, fixer, stabiliser, reformuler, rediffuser, redispatcher. Et l'arbre qui, dans l'agriculture, a plusieurs statuts, je n'ai pris que 3. Il est à la fois un équipement, c'est-à-dire une infrastructure. Dans le bocage, il est tout le temps là, tout le temps en train d'interagir, tout le temps en train de faire des choses. Il offre des services, alors comme prestataire de biens et de services, mais de biens aussi. Et puis aussi, il est utilisé par l'agriculture comme producteur, ou comme j'allais dire même comme polyculture ou polyproduit. Il produit plusieurs choses à la fois. Et donc comme un coproduit, ce qui est quand même l'objet de la plupart des agricultures traditionnelles et bien sûr de l'agroforesterie. Juste terminer, je sais que quelqu'un en parlera après moi, puisqu'on est en Méditerranée, un des exemples où l'arbre, et quand je dis l'arbre, vous avez bien compris que je parlais du ligneux en général. Tout est opportunité, on le remonte ici, et dans ces garrigues-là, effectivement, une des façons les plus extrêmes de s'associer et de profiter de la gratuité de la nature, c'est le sylvopastoralisme. Voilà, pour le coup, on ne peut pas faire mieux. On ne peut pas faire le mieux, je pense, en agroforesterie. Mais je pense que Geneviève Michon en parlera mieux que moi. Voilà, et puis pour finir, un peu de poésie, pour la forme, pour conclure sur cette thématique-là, et les éléments que je voulais partager avec vous.